Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence débat en ligne de l'IRIS organisée à l'occasion de la parution du 118e numéro de la revue internationale et stratégique avec un dossier qui s'intitule 2020-2030, les défis de la décennie, numéro que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Didier Billion, le directeur adjoint de l'IRIS. Je suis Sébastien Habis, je suis chercheur associé à cet institut. Nous avons souhaité, avec ce numéro, lancer à l'hiver dernier, bien avant le début de la dimension mondiale de la crise du coronavirus, poser une série de questions sur les grands axes structurants de la décennie qui vient, constatant que la décennie 2010-2020 avait donné un peu ce sentiment d'une décennie pour rien, où très peu de sujets avaient avancé, où beaucoup de crises s'étaient intensifiées. Et nous avons sollicité un certain nombre d'experts, de responsables autour de grands enjeux pour construire ce numéro. Le numéro de la revue internationale et stratégique est disponible depuis quelques jours. Vous pouvez retrouver à travers les outils techniques de cette conférence débat tous les documents précisant le sommaire de ce numéro et les modalités pour y accéder. Nous avons le plaisir ce soir, pour discuter de ces enjeux de la décennie, de recevoir trois invités prestigieux. Cécile Duflot, qui est directrice générale d'Oxfam France, François Gémen, qui est chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et spécialiste de la géopolitique de l'environnement, et Bonsoir. Manuel Lafont-Rapnouille, directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Trois Bonsoir. intervenants qui reviendront tour à tour sur les questions du multilatéralisme, sur les questions du climat, sur les questions des inégalités. On fera un 3 temps thématique pour essayer de cristalliser un peu les grands défis qui attendent cette décennie, en essayant, autant que faire se peut, de s'extraire de l'actualité chaude de la crise du coronavirus, mais qui évidemment est en train de déplacer un certain nombre de cartes et qui a tendance surtout, comme nous l'avons indiqué avec Didier Billion en introduction de ce numéro de la revue internationale et stratégique, à accélérer certaines tendances, à amplifier peut-être certaines tensions et à démultiplier les inconnus stratégiques. C'est pour ça qu'on a plutôt eu tendance à parler non pas du monde d'après, mais des mondes qui viennent au pluriel, persuadés qu'en fait cette décennie pouvait aussi révéler de très grandes fragilités, de très grandes divisions sur la scène internationale, sur un certain nombre de questions dont on va parler ce soir. D'un point de vue technique, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long des interventions, apporter des commentaires. Vous avez un espace dédié sur la plateforme de cette visioconférence, donc n'hésitez pas. On aura à cœur de pouvoir répondre aux questions les plus pertinentes. Si elles sont nombreuses, vous me prierez de m'excuser de devoir sélectionner les questions qui seront posées. Mais je vous invite évidemment à être dans une contribution nette à ce débat, sachant que nous aurons le plaisir aussi de prolonger sous d'autres formes sans doute ces réflexions. Sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec, pour commencer, d'abord la planète, les relations internationales, les questions de multilatéralisme. Beaucoup s'interrogent sur le devenir finalement de cette communauté internationale. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle est en train de s'effriter? Et pour en parler et essayer de nous projeter un peu dans les 10 ans qui viennent, je propose à Manuel Lafont-Rapnouille de démarrer ce débat ce soir, et merci beaucoup, Monsieur le Directeur, de votre présence et de vos éclairages. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'avoir été sollicité pour un entretien dans ce numéro de la revue que j'ai déjà eu entre les mains et où il y a effectivement plein de choses intéressantes, non seulement les articles de mes copanélistes ce soir, mais encore effectivement d'autres choses. Et je suis désolé que la façon dont ce panel se déroule ne me permette pas de rencontrer en vrai Cécile Duflot ni François Gémen en personne. Et on vient d'apprendre qu'on ne pourra même pas parler ensuite. Après, quand ça sera coupé, ça sera coupé. Mais voilà, je me suis engagé à quand même parler. Donc, je vais le faire du monde qui vient, notamment sur la partie multilatéralisme. Est-ce que le monde qui vient, ça sera le même que le monde d'avant? Jean-Yves Le Drian, dans une interview au Monde, le ministre des Affaires étrangères, avait dit que ça
pouvait être ce qui se passait si on ne faisait rien, et même que ça pouvait être le monde d'avant en pire. Comment est-ce qu'on peut voir les choses? Je vais parler non pas au nom du ministère, puisque le centre d'analyse de prévision et de stratégie que je dirige est une espèce de centre de réflexion à l'intérieur du ministère, et donc on contribue à la réflexion du gouvernement. Donc pour que les choses soient claires, ce que je dis ne reflète pas la position du gouvernement, du ministère, mais je vais vous dire comment nous on voit les choses et à quoi on réfléchit dans le contexte actuel. Le point de départ, c'est de dire d'une certaine manière que la pandémie de Covid-19, malgré son ampleur, malgré son poids, il y a une espèce d'idée qui circule maintenant dans les gens qui essayent parmi les gens qui essayent de l'analyser, qui est que ça n'est pas un facteur de rupture, mais c'est un accélérateur. C'est-à-dire qu'il y avait des tendances qui étaient déjà là avant, et qui sont accélérées plus ou moins fortement. Je vais en citer 3 à titre d'exemple pour que les choses soient claires. L'exacerbation de la compétition entre les États-Unis et la Chine, l'exacerbation de la compétition entre grandes puissances en général, mais entre les États-Unis et la Chine en particulier. La remise en cause de la mondialisation, ou en tout cas la fragmentation des circuits économiques, et la fragilité du multilatéralisme. Et en fait, quand on dit les choses comme ça, c'est juste un accélérateur. C'est rassurant, apparemment, parce qu'on se dit, bah voilà, en fait, c'était déjà là avant, donc rien de nouveau, pas de rupture, c'est pas si grave. En fait, ça n'est que apparemment une accélération si elle est vraiment forte, et là, elle a manifestement le potentiel pour être vraiment forte. Elle peut changer le paysage assez profondément. L'ampleur de la crise économique qu'on est en train de vivre, dont on ne se rend que très progressivement compte, ne va pas être juste un impact sur la conjoncture, et je pense que Cécile Duflot a prévu de parler des aspects inégalités, mais ça pose des tas de questions au-delà de l'aspect purement conjoncturel, croissance économique, et ça, c'est un changement de paysage assez profond. Donc, il peut y avoir des effets de seuil. Et puis, c'est pas tout de dire que c'était des tendances qui étaient là avant et qu'elles s'accélèrent, mais comme elles étaient là avant, c'est pas si bouleversant. La question, c'est de savoir si on était prêt pour ces tendances-là. Toutes les tendances ne sont pas également accélérées. Sur la partie du multilatéralisme en tant que tel, quand on creuse un peu les choses, évidemment, le premier facteur qui vient à l'esprit pour savoir comment ça va avoir un impact dans les 10 ans à venir sur le multilatéralisme, c'est justement cette exacerbation de la compétition entre la Chine et les États-Unis. Pas juste de la compétition entre grandes puissances, mais cette compétition entre ces deux pays. Et évidemment, la forme que prendra cette compétition et la façon dont elle se déroulera, dont elle se déroule déjà dans les enceintes multilatérales, va avoir un grand impact. Avant la pandémie, on avait déjà le sentiment que, notamment sous l'administration américaine actuelle, il y avait une forme de désengagement, de réticence, de réserve de l'administration américaine vis-à-vis des organisations internationales, l'ONU, mais pas seulement, l'OMC, l'OTAN, l'Union européenne. On peut parler de plusieurs niveaux, types d'organisations très différentes. Et que cette réticence, en quelque sorte, laissait le champ libre aux Chinois, qui au contraire étaient déjà à l'époque de l'administration précédente, mais a fortiori en ce moment, dans une attitude très offensive pour étendre leur influence et investir les différents volets du monde multilatéral. Donc, comment cette compétition va se passer en dehors, mais aussi au sein des institutions multilatérales, c'est un premier déterminant. Mais plus largement, il y a un problème plus large que juste l'attitude chinoise et l'attitude américaine, qui est d'une certaine manière un déclin de l'appétence des États, pas juste des grandes puissances, pour le multilatéralisme. Traditionnellement, on dit l'appétit des États pour le multilatéralisme, c'est une fonction de la façon dont ils donnent du crédit à l'efficacité ou à la légitimité. C'est une lecture tout à fait simpliste et simplificatrice. Mais ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est qu'on se rend compte que le multilatéralisme aujourd'hui est contesté par de nombreux États sur ces deux volets. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le sentiment qu'il est plus légitime, notamment parce qu'il reflète moins le monde qu'avant, parce qu'il est instrumentalisé, parce qu'il ne tire pas les conséquences de ses propres décisions, et puis il n'est pas efficace parce qu'il ne répond pas aux problèmes, y compris aux problèmes qu'il met lui-même en avant. Et là, je suis sûr que sur le climat, on aura des discussions pour illustrer cet aspect-là, puisqu'il y a une grande mobilisation du système multilatéral. Et pour autant, on ne peut pas dire que l'action collective soit au niveau où on a besoin qu'elle soit pour apporter une réponse au problème. Et il y a y compris une dimension de politique intérieure, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le sentiment des diplomates ou des gens qui travaillent à l'international,
mais on voit que de plus en plus, ce qui se passe dans le monde multilatéral a un impact sur la vie quotidienne des gens, le climat, les migrations, la santé, les inégalités, la relance de l'activité économique, l'environnement, la biodiversité. Je peux continuer encore longtemps. Et donc, cette dimension de politique intérieure fragilise aussi souvent l'appétit des États pour la coopération internationale. Il y a la montée des enjeux globaux qui, elle, va jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traite ces enjeux globaux, justement parce qu'ils sont globaux, parce qu'ils relèvent de biens publics communs, de biens communs ou de biens publics mondiaux, pardon. On a besoin de coopération, on a besoin de règles, on a besoin de gens qui respectent les règles. Comment est-ce qu'on met en place cette coopération si on est dans un monde de compétition? Je pense que c'est assez clair que ça pose un problème et que ça n'est pas la peine d'élaborer. Et donc, ces quelques déterminants, je vais pas faire la liste entière, vont avoir un impact non seulement sur à quel point on va avoir du multilatéralisme ou pas dans le système international, à quel point le multilatéralisme va être marginalisé au profit de l'unilatéralisme, mais aussi du bilatéralisme, c'est-à-dire qu'on règle ses problèmes chacun dans son coin en fonction du rapport de force de la relation bilatérale, mais aussi dans la forme du multilatéral, c'est-à-dire qu'on va sans doute, il y a une tendance qui probablement est en train d'être accélérée si on ne fait rien, vers un multilatéralisme moins institutionnel et plus informel, vers un multilatéralisme moins inclusif, moins universel et plus minilatéral, comme on dit parfois, c'est-à-dire avec des formats ad hoc, en tout cas, avec des formats réduits, pardon. Et puis, cette histoire de format ad hoc, c'est-à-dire est-ce que vous créez un format pour chaque problème ou est-ce que vous avez quelque chose d'un peu permanent qui permet à chacun d'avoir l'impression qu'il a son mot à dire, pas uniquement quand on lui pose la question, mais sur l'ensemble des sujets. Un autre point que je voulais aborder, que je trouve intéressant dans la discussion que j'ai eue pour l'entretien qui est paru dans le numéro de la revue, c'est la question de la désoccidentalisation du monde, qui est effectivement un sujet qui revient souvent avec l'idée que, en quelque sorte, désoccidentalisation, ça voudrait dire une hétérogénéité montante, croissante des valeurs implicites du comportement des États, en quelque sorte une compétition entre modèles et que ça nuisait au multilatéralisme. Je ne suis pas sûr que désoccidentalisation, ça veuille dire forcément hétérogénéité des valeurs. Il y a effectivement une forme de désoccidentalisation du monde au sens où il y a plein de puissances non occidentales qui prennent de plus en plus d'importance. La question, c'est dans quelle mesure on garde une forme d'universalité et surtout une forme d'universalisme. Et ça amène à poser la question non pas en termes de culture ou de valeurs culturelles, mais en termes de droit, qui est une approche un peu différente et à mon avis politiquement plus intéressante. Quel est le niveau d'ambition qu'on a pour la règle de droit, la place de la règle de droit dans le système international? Ça a une incidence immédiate sur le multilatéral. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des règles qui ont longtemps paru des tabous, le fait de ne pas annexer le territoire d'un autre État, par exemple, le fait de ne pas utiliser d'armes chimiques, qui sont contestées, voire défiées directement. Mais surtout, on voit que les mécanismes de mise en œuvre de la règle de droit sont eux-mêmes contestés, battus en brèche ou tenus à bout de gaffe par un certain nombre d'États qui refusent le plus possible de se soumettre là-dessus, et que toute la logique de transparence, de vérification et a fortiori de règlement juridique, juridictionnel des différends est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire prévaloir dans les négociations internationales, et notamment les négociations multilatérales. Ça nous amène assez naturellement à un autre point dont je voulais parler, j'ai quasiment fini, qui est la réforme. On a l'impression que la réforme du multilatéralisme, c'est un serpent de mer. On a souvent cette impression parce que quand on parle de réforme du multilatéralisme, tout le monde pense réforme de l'ONU et quand on dit réforme de l'ONU, en fait, tout le monde pense réforme de la composition du Conseil de sécurité. En fait, la réforme du système multilatéral est beaucoup plus large que ça. Évidemment, la réforme des institutions, c'est important pour des tas de raisons. Et d'ailleurs, la réforme des institutions, ça n'est pas juste la réforme de la composition des institutions, c'est aussi la réforme du fonctionnement des institutions. Sur le Conseil de sécurité, pour continuer avec cet exemple, il y a la question du veto, qui est une question extrêmement importante et dont on a vu l'importance dans la décennie qui vient d'avoir lieu. Mais c'est aussi une question, la réforme, une question qui n'est pas qu'institutionnelle, mais qui a à voir avec les politiques publiques, en quelque sorte, multilatérales, les politiques internationales. On va parler climat, on va parler inégalité. Moi, je vais parler santé un instant. La crise qu'on a vécue montre qu'en termes de veille, en termes d'alerte précoce, en termes de transparence, en termes de coordination entre institutions, il y a des progrès à faire qui ne passent pas nécessairement par des réformes institutionnelles, qui éventuellement passent par des réformes d'instruments de financement,
mais qui sont fondamentalement des réformes sur le contenu des politiques qu'on veut mettre en avant. Et s'il y a des aspects institutionnels, il faut que ces aspects institutionnels soient liés justement avec ce contenu. Une des propositions mises en avant par la France en ce moment sur les questions de réforme de l'architecture mondiale de santé, c'est l'idée de créer un équivalent du GIEC sanitaire. Alors, je dis ça face à François Gémen, qui immédiatement va dire « mais ça n'a rien à voir », etc. L'idée est d'avoir une forme de recours à une expertise scientifique qui permette de comprendre les liens, par exemple, entre santé humaine, santé animale et biodiversité. Et je n'ai pas besoin de faire un dessin, je pense, aux gens qui participent à ce panel pour comprendre que la crise actuelle montre qu'il y a un lien dont il est effectivement sans doute important de se préoccuper. Un dernier point, et j'ai conclu avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les déterminants que je n'ai pas cités, il y en a un qui est très important, qui est la place de l'Europe, et donc la place de la France à l'intérieur. La façon dont je vois les choses, c'est que l'Europe a une carte à jouer dans la construction de coalitions, justement parce qu'on est dans un monde avec une forme de compétition exacerbée et notamment une bipolarisation, en tout cas le sentiment d'une bipolarisation entre la Chine et les États-Unis. Les Européens ont une carte à jouer pour montrer qu'il n'y a pas que cette dynamique-là. C'est exactement ce qu'on a fait à l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des États membres de l'Organisation mondiale de la santé qui a eu lieu il y a quelques semaines, que tout le monde a annoncé, y compris dans la presse, comme étant le prochain affrontement majeur entre Washington et Pékin. Et dont on a beaucoup moins entendu parler après qu'elle ait eu lieu, parce que justement cet affrontement n'a pas eu lieu, en tout cas pas de façon aussi exacerbée et confrontationnelle qu'on le croyait, parce que les Européens ont pris l'initiative de mettre sur la table quelque chose qui était une autre manière de jouer la discussion, une façon qui n'était pas confrontationnelle, qui permettait néanmoins de dire un certain nombre de choses. À la fois, on soutenait l'OMS et son rôle et sa centralité dans la gestion de la crise, et à la fois, il était important d'être capable d'avoir une évaluation de la réponse que l'OMS avait donnée à la crise et de réfléchir à sa réforme. Et notamment avec l'Allemagne, la France a lancé une initiative sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle l'Alliance pour le multilatéralisme, qui est un peu cette idée de comment est-ce qu'on construit une coalition avec des acteurs. Et les acteurs, ce n'est pas juste les États, c'est aussi les organisations de la société civile, les organisations non étatiques, qui jouent un rôle de plus en plus important aussi du fait de la nature des sujets dont on parle. Et la santé en est un excellent exemple. Et donc, une coalition qui sert à la fois à consolider, à protéger le système multilatéral, qui effectivement en ce moment est dans une situation difficile, mais aussi à donner des impulsions politiques, notamment pour construire des formes de gouvernance là où elles manquent. On ne va pas forcément parler ce soir beaucoup de numérique, mais c'est l'exemple que je prends habituellement, parce que je pense qu'on voit bien qu'on a besoin d'inventer pour le cyber, l'intelligence artificielle, le big data, la gouvernance des données personnelles et publiques. On a besoin de créer une forme de gouvernance multilatérale. Et puis pour réformer, parce que le pire soupçon qui peut peser sur le positionnement des Européens, c'est qu'on est la puissance du statu quo, c'est qu'on veut conserver le système tel qu'il est parce que c'est un système qui nous sert. Or, je pense que les Européens, en tout cas moi je suis convaincu, savent que le système ne peut servir les Européens que si les autres y participent. Et donc, chercher à le préserver tel qu'il est, ça poserait un problème à la fois d'efficacité et de légitimité, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il est important d'inclure cet aspect de réforme à l'intérieur de ces initiatives européennes et notamment qu'on prend aujourd'hui déjà en franco-allemand. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci Monsieur Lafond. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions à ce stade, donc j'invite tous les participants, vous êtes plus de 150 à suivre le débat, à en poser tout au long des interventions. Je voudrais juste peut-être demander à Monsieur Lafond comment l'Europe peut concilier ses discours actuels de souveraineté avec le message que vous prônez en termes d'ouverture et de coalition à l'international. Est-ce que l'Europe peut rester ouverte dans un monde qui se ferme et en même temps prôner des souverainetés pour ses intérêts continentaux? C'est une excellente question. Normalement, je bassine tout le monde avec ça. Là, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Une des logiques initiales du projet multilatéral, de l'idée d'organiser les relations internationales sur une base multilatérale, c'est que c'est le meilleur système pour préserver l'égalité souveraine des États. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre souveraineté et multilatéralisme.
le multilatéralisme, c'est pas l'intégration des souverainetés nationales dans un grand État mondial ou supranational. C'est au contraire, puisqu'on a des États nationaux et qu'on ne va pas les intégrer en une structure supranationale, comment on fait néanmoins pour leur permettre de travailler ensemble et d'avoir des règles communes et d'avoir des formes d'action collective. Et donc, si on veut avoir une vision ouverte de la souveraineté, il faut immédiatement se préoccuper de la gouvernance internationale, de l'ordre international à l'intérieur duquel cette souveraineté peut s'épanouir. Croire qu'on peut avoir une souveraineté nationale qui s'épanouit sans avoir un certain nombre de règles, de garanties, de mécanismes de protection qui donnent à la fois de la prévisibilité, de la sécurité et le cas échéant qui permettent de traiter ensemble des problèmes qu'on est trop petit tout seul pour traiter, c'est vraiment se leurrer sur ce que peut achever la souveraineté, une souveraineté qu'on décréterait de façon unilatérale de l'intérieur des pays et dont le reste du monde se moquerait. Donc on a besoin de concilier les deux et justement le fait qu'on soit engagé dans ce projet multilatéral permet de montrer ce que ça veut dire cette idée de souveraineté européenne. C'est pas du protectionnisme, c'est pas de la fermeture, c'est au contraire l'idée d'avoir des États qui d'abord défendre un projet dans lequel tout le monde est souverain, pas juste quelques-uns. Une première chose, c'est important, surtout dans le contexte actuel où c'est pas évident tout le temps. Et deuxièmement, justement, une forme de multilatéralisme qui donne aux États, qui met les États en position après d'avoir leur propre politique nationale, de faire leurs propres choix. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lafont, et j'invite tout le monde à lire l'entretien réalisé pour le numéro de l'ARIS. Il y a beaucoup d'autres sujets abordés, il y a des réflexions très originales aussi sur ces mondes qui viennent et le devenir du multilatéralisme. Merci pour ça. Continuez donc à poser des questions. Je me tourne maintenant vers François Gémen, grand spécialiste de la géopolitique de l'environnement, et qui a commis un article fort intéressant sur les questions climatiques et qui s'intitule « Naviguer la Terre à l'âge de l'Anthropocène », dans lequel vous insistez notamment sur le fait que l'Anthropocène a une valeur politique dorénavant. Je suppose que vous allez nous en parler et vous essayez aussi dans votre article d'insister sur les chocs de temporalité entre des enjeux de long terme qui parfois paralysent des actions de court terme, alors que le changement climatique nécessiterait visiblement des actions beaucoup plus urgentes. Et c'est aussi une réflexion prospective intéressante par rapport aux temporalités différenciées des sujets. François Gémen, à vous et merci de votre présence à votre tour. Merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, l'Anthropocène est par excellence un choc de temporalité. Qu'est-ce qu'on appelle l'Anthropocène? C'est, d'après de nombreux géologues, la nouvelle période géologique dans laquelle nous serions entrés. C'est-à-dire que nous aurions quitté l'Holocène, qui était la période géologique dans laquelle nous étions pendant les 12 000 dernières années, pour entrer dans cette époque nouvelle, l'Anthropocène, c'est-à-dire littéralement l'âge des humains. Et pourquoi est-ce que on change d'époque géologique, d'après les géologues en tout cas? Parce que désormais, il est possible d'identifier l'empreinte humaine dans les couches sédimentaires de la planète. En d'autres termes, nous avons laissé sur la planète une empreinte irréversible, et c'est pour ça que l'Anthropocène est donc l'âge des humains, la période pendant laquelle les humains sont devenus les principales forces de transformation de la planète devant les forces sismiques ou telluriques. Alors évidemment, géologiquement, ça a une importance assez considérable. On change d'époque géologique que tous les 10 à 15 000 ans. Il y en a certaines qu'on connaît à cause des dinosaures, le Jurassique évidemment ou le Crétacé. La plupart des autres périodes sont relativement inconnues du grand public. Mais donc l'Anthropocène, ce serait notre époque. Mais au-delà de sa signification géologique sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, je pense qu'il y a une signification politique très profonde de ce terme. Et cette signification politique, elle nous dit qu'il n'est plus possible de considérer la Terre et le monde comme deux entités séparées. Et c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on considérait que la Terre était l'astre céleste sur lequel nous habitions, qui était régulé par les lois des sciences naturelles, par la chimie, la physique ou la biologie, tandis que le monde était l'organisation politique et sociale de la Terre, qui était régulée par les lois des sciences sociales, l'économie,
la psychologie, la sociologie, etc. Et nous agissions comme si rien de ce qui se passait dans le monde ne pouvait vraiment avoir une influence sur la Terre. En d'autres termes, comme si nos deux histoires couraient dans des couloirs parallèles. On sait que l'histoire de la Terre est vieille de plus de 4 milliards d'années. On sait que l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitent est vieille d'à peine quelques millions d'années. Et vous connaissez cette petite histoire qui dit que si on résumait l'histoire de la Terre à une journée de 24 heures, eh bien, l'Homo sapiens apparaîtrait à la 23e heure, 58e minute et quelques secondes. L'Anthropocène, c'est ce moment-là, c'est ce moment de collision entre l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitent, qui jusqu'ici couraient dans des couloirs parallèles et qui d'un coup se rencontrent brutalement. Et donc c'est un choc de temporalité qui nous force d'une certaine manière à penser à long terme. À penser à long terme d'abord parce que si l'Anthropocène est l'âge des humains, on imagine volontiers que la période géologique qui suivra, ce sera un âge post-humain, sauf qu'il n'y aura bien entendu plus de commission internationale de stratigraphie pour décider qu'on a quitté l'Anthropocène pour entrer dans une nouvelle période, puisqu'il n'y aura plus d'humains du tout. Et donc, quelque part, pour la première fois dans l'histoire, nous sommes, en tant qu'espèce humaine, confrontés à la perspective de notre propre disparition, de nos propres extinctions. On savait, bien entendu, abstraitement que nous disparaîtrions un jour, mais pour la première fois, nous pouvons en quelque sorte placer ça sur une ligne du temps. Choc de temporalité aussi parce que ce qui caractérise l'entrée dans l'Anthropocène, c'est une brutale accélération. Accélération de l'érosion de la biodiversité, accélération des pollutions et bien entendu accélération des émissions de gaz à effet de serre. Pendant des milliers d'années, le taux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est resté constant à 280 parties par million. Les parties par million, c'est l'unité de mesure de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On savait qu'elle était constante à 280 parties par million. Quand je suis né en 1980, il y a 39 ans, ce taux était de 337 parties par million. Aujourd'hui, en 2020, il est de 416 parties par million. Chaque année, ce taux augmente en moyenne de 2,8 parties par million. Sauf cette année. Cette année, grâce au confinement, grâce à la mise à l'arrêt de nos activités économiques et du transport pendant 2 ou 3 mois, ce taux de concentration ne va augmenter que de 2,48 parties par million au lieu de 2,8. Donc on voit que finalement, même si évidemment le taux d'accumulation se ralentit très légèrement cette année, on estime effectivement que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, nos émissions de gaz à effet de serre vont baisser cette année de plus de 5%, entre 5 et 8%. On voit malgré tout que malgré la mise à l'arrêt de la moitié du monde pendant 2 ou 3 mois, finalement l'effet sur le climat est relativement minime. C'est un peu comme si vous remplissiez continuellement une baignoire et que vous ralentissiez à un moment donné un peu le débit du robinet. Ce n'est pas pour autant que la baignoire commence à se vider. Et donc cette année encore, la concentration des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère va continuer à augmenter. Et donc je crois qu'il ne faut pas du tout être leurré par des effets de court terme qu'on a peut-être pu voir, où certains ont dit finalement, est-ce que cette crise n'est pas une bonne nouvelle pour le climat? Est-ce que pour la première fois, on ne se remet pas dans les rails de l'accord de Paris? D'une certaine manière, si, on se remettait dans les rails de l'accord de Paris, mais pas du tout à cause de mesures de politique climatique, à cause de mesures de politique sanitaire. Et donc, en creux, cela souligne évidemment l'inefficacité jusqu'ici et l'insuffisance des mesures qu'on a prises en matière de politique climatique. Et moi, je crois, et c'est ma crainte, que derrière ces effets positifs de court terme, mais relativement légers et que chacun aura pu observer, on est au contraire beaucoup de mauvaises nouvelles qui ne s'accumulent dans les années prochaines pour le climat. Je vais les détailler brièvement sans être trop long. Première mauvaise nouvelle, c'est l'effet de rebond, c'est-à-dire qu'une fois que les émissions, que l'activité économique reprend, les émissions de gaz à effet de serre vont évidemment augmenter à nouveau et on voit par exemple qu'en Chine, le niveau d'émissions est même supérieur à celui qu'il avait avant la crise. Et donc on voit que parfois les rebonds sont supérieurs au niveau qu'ils avaient avant la crise
Si on prend l'exemple de l'année 2010, c'est-à-dire l'année qui a suivi la crise économique et financière de 2008-2009, cette année-là, les émissions avaient augmenté de 5,6%, c'est-à-dire d'un taux bien supérieur à celui qui était leur rythme normal. Donc, premier risque, c'est ce risque de rebond des émissions. Deuxième risque, c'est le risque que pendant la crise et après la crise, on ait profité pour détricoter toute une série de mesures de protection de l'environnement. On a vu que l'EPA, l'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement, l'équivalent du ministère de l'Environnement, avait profité de la crise pour suspendre l'application de toutes les règles environnementales aux États-Unis, ce qui veut donc dire que les pollueurs n'étaient plus poursuivis. On a vu une offensive sans précédent de toute une série de lobbies, lobby des énergies fossiles, lobby du plastique, lobby forestier, qui ont véritablement utilisé la crise comme un prétexte, soit pour s'affranchir de règles environnementales, soit pour essayer d'attirer à eux des financements. Et donc là, il y a une véritable crainte qu'on ait détricoté toute une série de mesures qu'on avait patiemment mises en œuvre et que toute une série d'autres mesures dont on discutait ou qu'on aurait pu prendre ne soient reléguées au calendrier grec parce que la préoccupation principale des gouvernements sera avant tout la relance économique. Et le fait qu'on ait renvoyé la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat, à la fin de l'année 2021 est en quelque sorte un symbole de cela, du fait que toute une série de politiques climatiques risquent de passer après le reste. Et malheureusement, quand on voit aujourd'hui l'argent qui est investi dans les plans de relance, même si du côté européen, je veux dire que ça va plutôt dans la bonne direction et que les propositions annoncées par la Commission européenne d'un investissement de 750 milliards d'euros vont plutôt dans la bonne direction, dès qu'on s'écarte des frontières de l'Union européenne, malheureusement, c'est tout le contraire qui se passe. Et quand on voit l'argent qui est investi aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Inde, et je ne parle même pas du Brésil, c'est essentiellement de l'argent qui va quelque part prolonger la vie de toute une série d'industries fossiles et qui va prolonger l'économie d'avant plutôt que d'investir dans une économie décarbonée. Le FMI estime ainsi que jusqu'ici, les gouvernements du monde ont injecté dans les plans de sauvetage environ 8 000 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 10% du PIB mondial annuel, et on estime que sur ces 8 000 milliards de dollars, seuls 0,35% sont allés en soutien à l'économie décarbonée. Donc on voit bien que ça n'a pas été la priorité des plans de relance jusqu'ici. Et puis ma troisième préoccupation, c'est une préoccupation pour la coopération internationale. On a été face à une crise mondiale, mais qui pourtant a appelé des réponses qui restaient largement nationales. Les pays ont fermé leurs frontières, se sont volés des stocks de masques les uns aux autres, et finalement, on a eu l'impression qu'il y avait guère de coordination internationale dans la réponse à cette crise, et que même ceux qui appelaient à une plus grande coopération internationale, comme Bill Gates, se faisaient directement accuser de vouloir implanter une puce sous-cutanée aux gens, et comme s'il y avait une sorte de grand complot mondialiste autour de ça. On peut discuter de l'efficacité de la fermeture des frontières pour limiter la propagation du virus. Mais ce qui est certain, c'est que la fermeture des frontières n'arrêtera pas le changement climatique, n'arrêtera pas la propagation des émissions de gaz à effet de serre, ni les impacts. Et nous aurons besoin, comme le disait Manuel Lafont il y a quelques instants, nous aurons besoin à l'avenir de davantage de coopération internationale, non seulement pour juguler le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité, mais aussi pour faire face potentiellement à d'autres pandémies ou d'autres enjeux de santé mondiale. Et donc, il va falloir articuler demain le niveau local, et on sent l'aspiration très forte à la relocalisation d'un certain nombre de chaînes de production, avec le niveau global. Et je dirais que la grande difficulté, à mon avis, ça va être d'articuler ces deux niveaux de décision, ces deux niveaux de production aussi. Comment relocaliser tout en gardant une économie et une démocratie ouvertes sur le monde. Donc, je dirais, c'est trois risques importants, le risque de rebond, le risque de détricotage des protections de l'environnement, et puis le risque pour la coopération internationale. Cela étant dit, je pense qu'il y a quand même trois leçons importantes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans cette crise pour lutter contre le changement climatique. La première leçon, à mon avis, c'est la réalisation que nous avons été malgré tout capables de prendre des mesures radicales, urgentes et extraordinairement coûteuses pour faire face à ce que nous percevions comme un danger immédiat.
Ça amène évidemment la question de demander pourquoi est-ce que nous ne mettons pas en place des mesures aussi radicales et aussi urgentes pour faire face au changement climatique. En d'autres termes, pourquoi est-ce que nous voyons toujours le changement climatique comme un phénomène lointain et distant qui va affecter les autres avant de nous affecter nous? Et là, je pense qu'il faut pouvoir aussi remettre en cause et remettre en question une série de communications qu'on a pu faire sur le changement climatique, une série de points de vue qu'on a vu circuler dans le débat public. Combien de fois n'a-t-on pas entendu l'idée que la crise du coronavirus était une sorte de répétition générale du changement climatique, une sorte de préfiguration du changement climatique, comme si le changement climatique était une menace future qui arriverait dans plusieurs années et comme si le changement climatique n'était pas déjà là. Et quelque part, nous commettons avec le changement climatique exactement la même erreur que celle que nous avons commise avec le coronavirus, c'est-à-dire l'erreur de ne pas nous en préoccuper tant que les morts ne sont pas à nos portes. Tant que le virus était encore contenu en Chine, on considérait qu'il s'agissait d'une grippette qui allait rester confinée à l'intérieur des frontières de la Chine. Et ce n'est que quand nous avons eu des morts à nos portes, dans le nord de l'Italie, des gens qui revenaient des vacances de sport d'hiver, qu'on a commencé à se tracasser de l'affaire. Nous faisons exactement la même chose avec le changement climatique. Nous ne nous en tracassons pas suffisamment parce que les morts ne sont pas à nos portes, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée et nous sommes aveugles à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. La deuxième leçon, c'est à mon sens une leçon de solidarité. Pendant des années, on nous a seriné que la vie humaine n'avait plus aucune valeur, que c'était désormais le profit qui écrasait tout. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une crise économique artificielle de très grande ampleur pour préserver et protéger les vies des plus fragiles et des plus âgés dans la société. Je pense que c'est en soi une leçon de solidarité assez remarquable que nous nous sommes donnés à nous-mêmes et que les jeunes en particulier nous ont donné. Voilà des jeunes qui ont quelque part accepté quelque part des mesures de mise à l'arrêt de l'économie qui allaient sans doute entraîner une récession majeure et sans doute des périodes de chômage importantes pour eux, pour protéger les plus fragiles dans nos sociétés. C'est absolument remarquable. La question, c'est de voir comment nous allons pouvoir projeter demain cette solidarité au-delà de nos frontières, frontières générationnelles, mais aussi frontières géographiques. Comment allons-nous faire pour considérer que les générations futures et que les gens qui habitent dans les pays les plus touchés par les impacts du changement climatique, comment allons-nous faire pour considérer ces gens comme nos proches dont nous devons prendre soin? Là, il y a une vraie question. Et puis la troisième leçon, je dirais, c'est une leçon aussi pédagogique. Je pense que pour beaucoup, la crise a été, et le confinement en particulier, a été en quelque sorte une sorte d'expérience en temps réel de l'impact de nos activités sur l'environnement et de l'impact de l'environnement sur nos activités. Beaucoup ont réalisé que les questions de biodiversité, ce n'était pas juste des questions de petits arbres et de petits oiseaux, mais que ça avait des conséquences directes pour notre santé, pour nos modes de vie. Et donc, je pense que la période de confinement a été pour beaucoup, y compris dans les gouvernements et dans les entreprises, une sorte de chemin de Damas où la révélation, en quelque sorte, est apparue. Et là, je crois qu'il y a matière sur laquelle s'appuyer et on voit qu'il y a dans la société une préoccupation écologique qui est de plus en plus forte, qui date d'il y a sans doute quelques années, qui a évidemment été confirmée par le score des écologistes aux élections municipales le week-end dernier, et qui est à mon sens la plus grande victoire des manifestations des jeunes et des grèves scolaires. Parfois les jeunes disent que leur mouvement est un échec, qu'ils n'ont pas été suffisamment entendus par les politiques et par les gouvernements. Je pense au contraire que leur mouvement a été un grand succès et que ce succès, ils ne le mesurent pas encore. C'est un succès dans l'opinion et c'est aussi le fait que les jeunes qui étaient hier dans la rue à faire grève et à manifester pour le climat, eh bien demain, ils seront dans les bureaux de vote en train de voter. Et ça, je pense que c'est aussi un changement assez considérable de la scène politique qui pose évidemment un défi et une responsabilité considérable aux partis écologistes, mais qui pose aussi un défi à tous les autres partis quant à la manière dont ils vont se saisir de cette question qui aujourd'hui est une préoccupation majeure de l'électorat. Voilà donc 3 inquiétudes et 3 leçons selon qu'on veuille voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Merci François Gémen. Je vois il y a eu différentes questions
qui ont été posées et vous avez apporté déjà un certain nombre de choses. Je me permets de vous relancer sur un point qui vous est cher à ma connaissance, puisque un participant posait tout à l'heure les questions autour de l'eau, la question des migrations de détresse pour toutes ces personnes qui quittent leur territoire pour cause d'insécurité hydrique, physique, climatique, alimentaire. C'est quelque chose qui peut s'amplifier dans la décennie et particulièrement dans certaines régions du monde, selon vous? C'est quelque chose qui va, d'une part, s'amplifier, effectivement, singulièrement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est et dans les petites régions, dans les États et territoires insulaires. Mais c'est quelque chose aussi qui va transformer profondément la nature des migrations. C'est-à-dire que de plus en plus de gens vont être forcés, contraints de migrer sans avoir la possibilité de choisir quand ils partent ni où ils vont, et qu'il va aussi y avoir de plus en plus de gens qui vont être contraints à l'immobilité. On sait que la migration demande la mobilisation de ressources très importantes et beaucoup vont être privés de ces ressources et donc ne vont plus avoir la possibilité de migrer. Ça veut dire qu'ils vont être exposés de plein fouet aux impacts du changement climatique. Et donc, au-delà juste de l'influence sur le nombre de migrants, sur l'amplitude des migrations, je pense qu'il faut se pencher aussi profondément sur l'influence sur la nature profonde des migrations. Et je dirais qu'un gros changement amené par les facteurs environnementaux et singulièrement les impacts du changement climatique, c'est le fait que les facteurs de migration sont de plus en plus entremêlés les uns aux autres. C'est-à-dire que les facteurs politiques, économiques et environnementaux sont profondément liés et s'influencent mutuellement. On sait que de nombreux conflits qui ravagent la corne de l'Afrique sont directement liés à l'usage des terres et donc à des motifs environnementaux. On sait qu'en Afrique subsaharienne, environ la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Or, l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture, et vous le savez, Sébastien, qui est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie. Et donc, ça veut dire que pour beaucoup de gens sur cette planète, des changements de l'environnement, ça veut dire tout de suite des pertes de ressources économiques. Pour tous les participants, je pense, ici, qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche, ça n'aura aucune influence sur l'argent qu'ils auront sur leur compte en banque à la fin du mois et sur le montant de leur salaire. Mais pour la plupart des gens sur cette planète, l'environnement et l'économie, c'est en réalité la même chose. Et donc, c'est en quelque sorte une distinction très artificielle que nous faisons en Europe de distinguer les migrants économiques des migrants environnementaux, par exemple. Il faut réaliser qu'une partie de ceux qu'on appelle migrants économiques aujourd'hui, nous pourrions tout aussi bien les appeler migrants environnementaux. Il est probable que ça changerait notre regard sur leur migration. Merci pour ces éléments complémentaires. On va aller précisément sur le terrain du social, des inégalités, avec Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, qui a contribué aussi à ce dossier sur les défis de la décennie, avec un article qui pose la question d'un accroissement des inégalités dans les 10 ans qui viennent. Vous avez posé la question, vous avez laissé un point d'interrogation dans votre article. C'est parce que le doute est encore permis sur le fait qu'on pourrait avoir une convergence finalement et des phénomènes de rattrapage alors que plusieurs indicateurs sont plutôt en train d'indiquer le contraire? C'est peut-être que c'est un point d'interrogation d'optimisme et de volontarisme plutôt que de doute, pour une raison simple, parce que les inégalités, comme le changement climatique, François Gemenne vient bien de l'expliquer, ça n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix ou de non-choix politiques. De choix ou de non-choix politiques qui s'accentuent à l'échelle de la planète, puisqu'effectivement, la tendance est double et la crise que l'on vient de traverser va sans doute en plus accentuer le fait que deux grandes batailles dont on avait le sentiment qu'elles avaient progressé depuis les années 80, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la faim, sont en train de perdre du terrain, et notamment dans la zone sahélienne qui est en train de concentrer, qui est en train de devenir un concentré de toutes les difficultés sécuritaires, inégalitaires et sociales et environnementales. Donc, on laisse ce point d'interrogation justement parce que il y a des solutions. Et en fait, je pense que ce qui était intéressant de voir, c'est que de la même manière, et François l'a très bien décrit, qu'il y a en ce moment des mobilisations climatiques assez fortes, on peut constater à l'échelle de la planète ces derniers mois des mobilisations sociales qui ont toutes pour lien
cette perception de plus en plus accrue de la question des inégalités. Je pense à ce qui s'est passé au Chili, je pense au phénomène de boycott au Maroc, je pense au Liban et évidemment aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que la tolérance de nos sociétés qui sont des sociétés qui se sont constituées, les sociétés de l'espèce humaine, parce que pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, ce qui est intéressant, c'est que la crise climatique pendant longtemps, et d'ailleurs à ce titre, peut-être que les écologistes ont une responsabilité, on disait la planète est en danger, il faut sauver la planète. Mais en fait, la planète n'est absolument pas menacée. La planète a vécu avec les dinosaures et sans les dinosaures, elle peut vivre avec les humains, là ça se complique, mais elle peut très bien vivre sans les humains. C'est-à-dire que ce qui est menacé aujourd'hui, c'est les circonstances climatiques favorables à la vie de l'espèce humaine. C'est ça qui est menacé par le dérèglement climatique, ça n'est absolument pas l'existence de la planète Terre, et même pas peut-être l'existence d'autres espèces animales. Donc, cette question de l'humanité nous ramène à ce qui a fait un certain nombre d'éléments de stabilité, et notamment notre capacité face à des capacités biologiques assez faibles. On n'a pas de carapace, on ne sait pas grimper aux arbres, on ne sait pas creuser de terrier, on sait courir longtemps, et il paraît que c'est notre seule capacité biologique et qu'on a pu chasser par épuisement, mais surtout, et on le montre assez tôt, et notamment il y a une étude assez récente qui montre que chez les hommes préhistoriques très primitifs, on a vu des os réparés, et quand on commence à avoir une espèce dont les os se réparent, ça veut dire que les autres membres de l'espèce s'organisent pour protéger le membre de l'espèce qui ne peut plus marcher, si c'est un os de la jambe, et donc qui organise une forme de coopération. Donc nous sommes une espèce qui est basée sur la coopération et l'empathie, d'autres ont travaillé sur cette question, et les inégalités telles que nous les vivons aujourd'hui, qui ont pris une ampleur considérable avec ces chiffres que Oxfam a rendus publics sur les 1% des plus riches de la planète, qui correspond à plus de fois la richesse de 90% de la population mondiale, soit 6,9 milliards de personnes. Donc on peut débattre de la méthodologie d'analyse, mais la tendance que montrent les travaux d'Oxfam qui gardent la même méthodologie est qu'on est sur une tendance d'accroissement, plus exactement de resserrement des quelques-uns qui possèdent la richesse de tous. Et que cette société de plus en plus inégalitaire, on peut la retrouver dans nos pays du Nord, on peut la retrouver aux États-Unis, avec un indicateur qui est un indicateur que je trouve d'une violence extrême, qui est depuis 3 ans, donc avant la crise du Covid, une diminution de l'espérance de vie. C'est-à-dire que l'espérance de vie aux États-Unis diminue, et diminue pour 2 raisons. La première, c'est une sorte d'épidémie de suicide, et une deuxième de consommation massive d'opiacés et d'overdose, c'est-à-dire des maladies civilisationnelles, des maladies de souffrance sociale. Il y a un épidémiologiste assez connu, Wilkinson, qui a d'ailleurs montré que les sociétés les plus inégalitaires sont des sociétés qui sont globalement en plus mauvaise santé que les sociétés plus égalitaires. Évidemment, intuitivement, on comprend que c'est le cas pour les plus pauvres de la population, mais c'est aussi le cas pour les plus riches. Sans doute que cela s'explique par une partie de stress ou de conscience d'une forme de vulnérabilité créée par ces tensions extrêmes. Et si on y réfléchit de façon assez simple, on a beaucoup parlé de choc des civilisations, de tout ça. Aujourd'hui, même au fin fond du lac Tchad, on est capable de savoir comment on vit dans les pays du Nord, parfaitement, et assez vite. Et donc, du coup, il n'y a plus qu'une seule civilisation avec une conscience d'elle-même et une conscience de ses inégalités assez forte. Et le fait que certains puissent avoir accès à des soins de qualité, d'autres non. La mortalité des enfants ou la mortalité des femmes avant ou après l'accouchement, elle peut, parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès à des maternités. Ces biens publics fondamentaux dont certains sont privés, ça crée forcément un sentiment d'injustice. Et ça, n'importe qui réfléchit de façon simple peut le comprendre. Donc, cette question, ce moteur-là, il est très puissant. Il est très puissant en termes de déstabilisation, mais comme je le disais tout au début, ça n'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire que les marges de manœuvre politiques pour résoudre cette question des inégalités sont finalement encore plus importantes que celles qu'on peut imaginer pour s'attaquer à la crise climatique. Comme l'a dit François, on est sur un trend où de toute façon, on peut essayer de prendre l'iceberg de profil, mais on ne va pas éviter la collision. L'augmentation de la température est déjà inscrite, et même si on arrêtait brutalement toutes les émissions, la tendance se poursuivrait. Alors que pour les inégalités, les possibilités d'action sont plus rapides. On a vu des pays comme la Corée, par exemple, qui ont décidé
de mesures, alors quand on est vu de notre fenêtre, on a tendance à penser que ça n'existe pas, mais d'augmentation du salaire minimum notamment, voire de taxation de certaines hautes fortunes, on a du mal à imaginer chez nous. On a eu cette espèce de discours sur le ruissellement, sur l'impossibilité de réguler, sur la concurrence, etc. Donc le combat qui est le nôtre, c'est de dire que les inégalités minent nos sociétés. Elles empêchent de lutter contre la pauvreté. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas seulement Oxfam, des ONG ou des économistes, on va dire, un peu différents qui le disent. C'est la Banque mondiale qui, il y a 2 ans, a montré que les mesures prises pour lutter contre les inégalités sont plus efficaces pour réduire la pauvreté que les mesures prises pour améliorer la croissance, puisque une grande partie de cette croissance est absorbée par les plus riches et n'est pas redistribuée. Donc, cette question d'un impôt minimum mondial, de la lutte contre les paradis fiscaux, parce qu'au travers des inégalités, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un problème de redistribution, une préhension, voire une prédation des richesses et un manque de volonté politique. Et donc, face à cela, les solutions existent. Elles existent en France, elles existent en Europe. Nous sommes, c'est à l'agenda de la présidence allemande de l'Union, mais la question d'une meilleure taxation des transactions financières, au-delà de l'impact que ça a sur un modèle d'une économie financiarisée qui a d'autres conséquences, est aussi une possibilité. Mais je pense qu'il faut d'abord être lucide sur la perception de ces inégalités. C'est une partie du rôle d'Oxfam, et c'est aussi le sens de l'article que j'ai publié dans votre revue, que d'essayer de les visualiser. Parce qu'on a finalement une forme de renoncement assez général à l'idée que bah voilà, c'est comme ça, et puis ça aurait toujours été comme ça de tout temps. Alors Thomas Piketty a récemment bien montré comment on a fait une fabrique idéologique qui encadre cette logique de normalité des inégalités, mais si on refuse cette fatalité-là, on peut s'attaquer aux solutions. Et c'est tout le sens de ce point d'interrogation. C'est de dire, est-ce que nous devons prendre en charge cette question maintenant? La réponse pour nous est évidemment oui. Pourquoi on doit la prendre en charge aussi en même temps que la question du dérèglement climatique? Parce que, et la leçon de la taxe carbone était intéressante, c'est quand même ça le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer à la racine et à des mesures qui seraient suffisamment ambitieuses pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre sans mesurer leur impact sur l'aggravation des inégalités. Parce que, et alors l'exemple du Covid est édifiant, une crise est en général aggravateur, enfin révélateur d'abord, et ensuite aggravateur des inégalités. Révélateur des inégalités, c'est très intéressant sur une autre inégalité. J'ai parlé des inégalités de richesse ou de revenus jusqu'à maintenant, mais les inégalités et l'inégalité avec un grand I millénaire, ou multimillénaire, c'est l'inégalité femmes-hommes. Mais qu'est-ce qu'on a découvert pendant la crise du Covid? Le rôle éminent, voire stratégique, voire fondamental des femmes dans les métiers du soin. Les métiers du soin rémunérés, mais les métiers du soin non rémunérés, que sont la prise en charge des enfants. Et donc, on a bien vu que quand les femmes doivent concilier leur travail en télétravail et leurs enfants, la situation devient vite très compliquée. Donc, ça, c'est très intéressant parce que cette période, justement, nous a montré 2 choses. À la fois, à quel point les inégalités étaient accentuées par la crise, mais à quel point aussi des décisions extrêmement radicales, au sens de s'attaquer à la racine du problème, était possible. On a quand même arrêté quasiment le transport aérien en quelques semaines. On a en France mis 7 millions de personnes en télétravail en 48 heures. On a complètement changé notre mode de fonctionnement extrêmement vite. Ça ne veut pas dire que c'est ça le bon modèle et le modèle alternatif, mais ce que ça veut dire, c'est que les marges de manœuvre en matière de politique publique sont beaucoup plus importantes que celles qu'on imagine. Que ce soit sur les questions fiscales, que ce soit sur la manière de redistribuer les richesses, que ce soit notamment sur la mise en place d'accès à des services publics de base. Les 2 services publics de base étant les questions d'éducation et de santé. Et pourquoi les questions sont encore liées? Parce qu'une des grandes inégalités sont celles de l'accès des femmes, et en particulier des petites filles, à l'éducation, mais on sait aussi que si on veut lutter contre les mariages forcés, si on veut lutter contre une natalité qui n'est pas maîtrisée par les femmes, il y a une chose à faire, c'est la scolarisation des filles jusqu'au secondaire. Les dernières études démographiques, notamment sur l'Afrique du Nord, le montrent. On pensait jusqu'à il y a 20 ans qu'il fallait 2 critères, l'accès à la santé contraceptive, donc à la contraception, et l'éducation des filles. En fait, l'éducation des filles suffit.
pour arriver à un taux moyen d'enfants par femme simplement du renouvellement des générations. Donc, ce qui est passionnant, et c'est toute la force de ce point d'interrogation, c'est qu'en fait, la palette de solutions à mettre en œuvre, elle n'est ni si complexe, ni si lourde que cela. Elle nécessite de la volonté politique. Et donc, je voudrais terminer par un dernier point qui est relatif à la question du pouvoir citoyen. François Jeumann l'a dit sur la mobilisation des jeunes et de la jeunesse autour du climat. Si on veut dépasser ce renoncement face à la question des inégalités, il faut en passer nécessairement, de mon point de vue, par le fait qu'il y ait une mobilisation de la société civile qui se traduise dans les actes. Je l'ai dit, il y a 40 pays, on a environ identifié, dans lesquels dans le monde, on a eu des grands mouvements sociaux où le soubassement très clair de la mobilisation était la question des inégalités, la question de la prédation par certains, enfin, qu'on prenne par un bout ou par un autre. Donc, à partir du moment où il y a une montée en compétences, en action, en prise de pouvoir de la société civile et du pouvoir citoyen, on a une partie des clés de la réponse. Et donc, c'est pour ça qu'il nous semble qu'une des solutions, et je vais terminer avec l'exemple du Sahel, qui est un exemple, j'en parlais tout au début, qui est un exemple essentiel. Si on s'attaque à la question sahélienne uniquement sous l'angle sécuritaire, on passe à côté. On passe à côté de chiffres réels des inégalités au Sénégal ou au Tchad, par exemple. Et on passe à côté de la capacité qu'ont les propres sociétés elles-mêmes, les propres communautés, d'avoir un certain nombre de clés pour leur avenir, de capacité à créer des coopératives de production, à vivre, à développer des modes de production qui sont résilients par rapport au dérèglement climatique. Voilà, tout ça est absolument essentiel, mais pour ça, il faut être lucide et poser le bon constat, et ensuite se donner les moyens de l'action. Il faut donc casser cette idée qu'on serait dans un système où les inégalités et leur accroissement seraient une fatalité. Grand merci Cécile Duflot pour ces éléments. Merci de la contribution à la revue et à ce dossier. Alors, on va prendre plusieurs questions. Je voudrais juste peut-être vous demander une chose. Dans votre papier, vous soulignez aussi toute la question des inégalités géographiques. Alors évidemment, entre pays riches, pays pauvres, si tout ça a encore du sens. Mais vous revenez aussi sur les inégalités spatiales au sein des territoires et des pays, notamment entre les grandes villes et les zones rurales, les zones périphériques, les campagnes. Est-ce que cette crise dont on a vu qu'elle questionnait un peu le devenir des grandes mégalopoles est à même aussi de reposer un certain nombre de questions sur les inégalités villes, espaces périphériques, puisque certains sont tentés aujourd'hui de fuir les grandes villes, où c'est quelque chose qui va rester un peu figé? Alors, il y avait effectivement cette idée qu'on était dans une logique de métropolisation à l'échelle mondiale et qui était une sorte de fatalité, sauf que la grande vulnérabilité de la métropole, c'est celle de l'approvisionnement alimentaire. Et on peut faire sans beaucoup de choses, on ne peut pas faire sans l'approvisionnement alimentaire. Et ça aussi, c'est une compréhension intuitive. Donc, ce que je voudrais dire sur ce qui vient de se passer avec cette crise, c'est que je pense que ça a ouvert des espèces de trappes dans les cerveaux classiques de ce qui était possible ou pas possible, de ce qui était risqué ou pas risqué. Et en matière d'inégalité territoriale et spatiale, il faut faire très attention. Aujourd'hui, et notamment en France, les inégalités sont moins entre la ville et la campagne qu'au sein même des villes. Une ville comme Marseille concentre des quartiers qui sont parmi les plus riches, avec le nombre le plus important au kilomètre carré de personnes qui sont soumises à l'ISF, et des quartiers parmi les plus pauvres d'Europe. Donc en fait, la tendance sur les inégalités spatiales a été une réduction des inégalités entre les régions, et même intra-régionales, mais une augmentation sur des périmètres plus limités. Ce qui les rend d'ailleurs beaucoup plus violentes finalement, parce que la proximité géographique rend ces inégalités extrêmement visibles. Mais là aussi, quand on parle de réponse en matière d'accès aux services publics, et ça c'est la première réponse aux inégalités, on voit bien que c'est un travail qui n'est pas non plus un travail hors de portée. Mais ce qui est certain, c'est que cette question de la métropolisation à outrance et extrême est forcément extrêmement percutée parce que nous venons de vivre. Mais on n'a pas encore vu tous les effets et toutes les vaguelettes de la prise de conscience que provoque le Covid. Et surtout, je pense une chose, si je veux terminer, François l'a un peu évoqué sur le lien crise écologique pandémie. Il se trouve que beaucoup de scientifiques expliquent depuis maintenant 20 ans environ un accroissement
très important des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont des maladies qui passent de l'animal à l'homme, et que deux des éléments expliquent cet accroissement des zoonoses. Premièrement, l'élevage intensif qui crée ce qu'on appelle des réacteurs à virus avec des espèces qui sont toutes les mêmes, concentrées dans le même lieu et souvent stressées, donc avec un système immunologique qui est affaibli. Et par ailleurs, et c'est sans doute ce qui s'est passé avec la naissance de la pandémie de Covid-19, des espaces naturels qui se réduisent, des espèces sauvages qui sont de plus en plus au contact avec l'homme, et donc une probabilité plus importante de transmission de ces virus à l'être humain. Et donc, on voit bien qu'en fait, on ne peut pas le savoir comme un cyclone, on ne peut pas lier directement un cyclone au dérèglement climatique, mais on sait que le dérèglement climatique égale plus de cyclones, plus fort, plus souvent. Eh bien, là, c'est la même chose. Et donc, je pense que cette réalité, qui est une réalité qui a impacté chaque individu sur la planète, puisque chacun s'est senti personnellement vulnérable, c'est moins diffus que le dérèglement climatique, va peut-être aussi accélérer la prise de conscience des menaces en matière écologique. Deuxième point, et là je le lis aux inégalités, le niveau de soins nécessaires pour faire face au Covid-19, l'accès à un respirateur, à un service de santé de haut niveau qui a pu sauver des vies, montre bien aussi là la nécessité, un, qu'il soit financé, et deux, qu'il soit organisé de manière collective. Personne ne peut résister individuellement, ne peut s'équiper individuellement d'un respirateur et de tout ce qu'il faut pour avoir un service de réanimation. Donc je pense que là, on est quand même à l'aube d'un moment où un certain nombre de réflexions peuvent s'ouvrir de manière différente. Merci pour ces éléments. Alors, j'invite tout le monde à continuer à poser des questions. Il nous reste une petite demi-heure pour cet échange. Je précise aussi que dans le numéro qui vient de paraître de la revue internationale et stratégique, dans ce dossier, vous avez des articles sur la bombe démographique, vous avez des articles sur les questions du numérique et des technologies forcément inévitables dans l'équation de la décennie, des questions également sur la place des États-nations. Est-ce que les États-nations ont encore une place dans le monde de demain, entre des réponses supranationales parfois nécessaires et des attentes locales qui ont tendance à s'exprimer de plus en plus fortement de la part des sociétés, et puis également des articles autour des conflits, des violences, des guerres de demain et des formes qu'elles pourraient prendre, ou au contraire ne pas prendre si les dynamiques de paix et de solidarité pouvaient les contrer. Je me tourne vers Monsieur Lafont, directeur du CAPS. Il y a plusieurs questions qui sont venues autour du multilatéralisme. Je vais en prendre deux. La première, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette zone-là du monde depuis tout à l'heure, autour de l'Amérique latine. Une question qui a été posée pour savoir un peu, est-ce que l'Amérique latine demain fera le jeu du multilatéralisme, et en quoi elle pourrait être un partenaire pour l'Europe. Et puis peut-être une deuxième question aussi pour vous, Monsieur Lafont, autour de la possibilité de voir finalement émerger, à cause de cette bipolarisation entre Washington et Pékin, peut-être deux systèmes multilatéraux en même temps, avec des normes occidentales et le droit américain pouvant régir un certain nombre de relations internationales dans ces espaces dédiés, et peut-être une sino-mondialisation de l'autre, à laquelle participerait peut-être la Russie, avec le rôle de l'organisation, par exemple, de la coopération de Shanghai. Que pensez-vous de ce scénario d'un double système multilatéral qui peut cohabiter tout en étant en rivalité? Merci beaucoup. Sur la première question, l'Amérique latine, traditionnellement, c'est vraiment un pays très engagé dans l'ordre multilatéral, à la fois, notamment sous son aspect le plus institutionnel et le plus juridique. C'est un continent dont beaucoup de pays sont des fervents défenseurs, non seulement de l'ordre multilatéral au sens des institutions, mais surtout de l'ordre fondé sur des règles de droit international. Ce qui se passe aujourd'hui offre un paysage un peu plus compliqué parce que vous avez des formes de souverainisme, on va dire ça comme ça, de nationalisme plus ou moins intéressé à jouer le jeu du système international. Alors, ça a toujours été le cas, évidemment, mais même quand c'était le cas, en tout cas depuis la fin de la période des dictatures, je ne vais pas remonter trop longtemps,
il y avait au moins un investissement dans le multilatéralisme régional qui était très fort et qui permettait de garder tout le monde dans cette logique de on travaille ensemble, on coopère, on échange, et qui débouchait derrière sur une certaine forme de contribution au multilatéralisme mondial. Et là, c'est un peu ça la question aujourd'hui, c'est-à-dire que même le multilatéralisme régional latino-américain va pas forcément très bien. Il y a des formes de fragmentation, on connaît les lignes de fracture dans le continent qui se sont plutôt accentuées ces dernières années. D'un côté, le Brésil de Bolsonaro, de l'autre côté, le Venezuela de Maduro. Et donc, c'est intéressant à suivre parce que, comme souvent, j'ai toujours trouvé que l'Amérique latine était un bon laboratoire de la mondialisation. Il est à la fois, il a un pied dans le monde développé et un pied dans le monde en développement. Culturellement, on appelle ça l'extrême occident dans certaines analyses. Il est à la fois occidental et il ne l'est pas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses très utiles. C'est un des endroits où le genre de mouvements sociaux internationaux dont les deux copanélistes ont parlé a pu exister, y compris sur tout l'aspect altermondialisme. Je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Bref, c'est vraiment intéressant à suivre. Est-ce que on peut avoir des partenaires? Il faut qu'on ait des partenaires latino-américains. Au jour d'aujourd'hui, oui, il y en a. On travaille. Je parlais tout à l'heure de cette initiative qui a été poussée notamment par la France et l'Allemagne qui s'appelle l'Alliance pour le multilatéralisme. Alors, c'est une initiative relativement informelle, donc il n'y a pas une liste de membres, mais il y a une espèce de noyau dur, et dans le noyau dur, vous avez typiquement le Mexique ou le Chili qui sont assez engagés et avec qui on travaille activement sur un certain nombre de dossiers. La deuxième question, oui, sur les deux systèmes multilatéraux qui coexisteraient. Bien sûr que c'est une possibilité, c'est ce qui s'est passé sous la guerre froide. Il y avait des réseaux d'organisations internationales qui n'étaient pas universels. Il y avait d'un côté l'OTAN et de l'autre côté le pacte de Varsovie, où il y avait d'un côté l'OCDE et de l'autre côté le Comecon. Mais il y avait quand même un système par ailleurs où les deux blocs se retrouvaient, et puis un système dans lequel ceux qui ne voulaient être ni d'un bloc ni de l'autre ont réussi, non seulement avaient une place, mais même ont réussi parfois à faire entendre leur voix sur un certain nombre de sujets. Et donc, je dois dire que je ne crois pas trop au scénario de deux systèmes totalement étanches, parce que je ne crois pas trop à la capacité de créer deux sphères d'influence complètement étanches. Et non seulement j'y crois pas, mais même ça serait extrêmement dangereux, justement, dans un monde. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit à la fois Cécile Duflot et François Gémen, mais on voit bien qu'il y a des tas de problèmes qui sont des problèmes communs qu'on n'arrivera pas à traiter avec deux blocs séparés, et que si un des deux blocs croyait qu'il pouvait à lui tout seul régler le climat, ça ne marchera pas. On ne peut pas cantonner le changement climatique à une certaine partie du monde. Par contre, on peut imaginer effectivement un système dans lequel, et c'est comme ça que le multilatéralisme a toujours marché, dans lequel il y a des entrelacs d'organisations. L'ONU, ça n'a jamais fonctionné comme une organisation où chaque État arrivait individuellement sans avoir jamais parlé à aucun des autres, et il n'y avait qu'une discussion avec tous les États membres, et quand c'était fini, chacun retournait chez soi. Il y a évidemment les Européens parlent ensemble en permanence, les pays africains parlent ensemble en permanence, les latinos parlent ensemble en permanence, les pays arabes parlent ensemble en permanence. Toutes les régions du monde ne sont pas organisées de façon aussi cohérente et cohésive, mais il y a des tas d'échanges, et puis il y a des tas d'échelons et de niveaux intermédiaires. Il y a le G7, il y a le G20, il y a des tas d'organisations qui ont des niveaux des tailles et des niveaux d'informalité ou d'institutionnalisation plus ou moins forts. Et par exemple, dans le cas du climat, un des moyens pour arriver à l'accord de Paris au moment de la COP 21, ça a été de justement jouer sur des tas de coalitions et d'essayer de faire converger ces différentes coalitions, les États insulaires en développement, les pays qui produisent des hydrocarbures, les grandes économies les plus émettrices, les pays les moins avancés, et puis dans ces coalitions, des acteurs non étatiques, les villes,
et les gouvernements locaux, les ONG, les grandes fondations. En matière de santé, les fondations sont des acteurs qui sont de plus en plus présents. Et donc la question, ça, à mon sens, est plutôt une question du rapport de force entre, d'une part, les institutions globales, universelles, les institutions les plus inclusives, et d'autre part, les réseaux d'alliances et de coalitions plus ou moins informels qui ressembleront plus ou moins à des sphères d'influence avec une espèce d'hégémon à l'intérieur de la sphère d'influence. Et comment est-ce que ce rapport-là va se créer? Aujourd'hui, on voit très bien dans la stratégie chinoise, il y a une façon très simple de décrire la politique, la stratégie multilatérale chinoise, c'est dire qu'elle a une stratégie de diversification de portefeuille, comme un bon financier spéculateur. Elle investit dans plusieurs choses à la fois pour être sûre d'avoir une chance de ne pas subir des pertes trop sèches si un de ses paris ne tient pas. Donc, elle fait du multilatéral classique, elle investit à l'ONU. Elle crée par ailleurs un certain nombre d'institutions à sa main. On a beaucoup parlé notamment de la banque d'investissement dans les infrastructures, la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, mais on pourrait citer d'autres organisations. Elle fait du bi-multi, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air multilatéral, mais qui est quand même très très bilatéral fondamentalement, qui est les nouvelles routes de la soie, un réseau de relations bilatérales dans un ensemble qui est en fait assez lâche et qui est surtout un réseau dont elle se met le centre, et puis des relations bilatérales normales et un peu d'unilatéralisme aussi. Elle diversifie ses actions. Tout le monde fait ça. C'est normal de faire un peu de bilatéral, un peu d'unilatéral et du multilatéral. La question, encore une fois, c'est l'équilibre entre tout ça et comment est-ce que on continue à laisser un espace qui est l'espace commun. Et parce que c'est de l'espace commun, l'espace politique commun dont on a besoin pour traiter les problèmes communs dont on a beaucoup parlé ce soir. Merci, Monsieur Lafond, pour ces éléments et ces réponses. Je me tourne vers François Gémen avec peut-être deux questions là aussi pour synthétiser plusieurs commentaires ou demandes qui ont été formulées. La première est finalement autour du sujet crise du multilatéralisme dont Monsieur Lafond a beaucoup parlé et crise climatique dont vous avez évoqué l'urgence. Est-ce que, selon vous, ça peut conduire à accentuer, tant sur le multilatéralisme que sur le climat, des divergences entre les États-Unis et l'Europe et éventuellement rapprocher l'Europe de la Chine? Première question. Et deuxième question par rapport à ce que vous avez pu évoquer lors de votre intervention, vous avez bien souligné toute la difficulté à articuler correctement le local et le global. Vous avez insisté sur la nécessité parfois de penser local, de relocaliser certaines productions, etc. Et en même temps d'avoir des économies ouvertes et de la coopération internationale dans un certain nombre de domaines. Concrètement, comment on fait demain pour trouver cette juste articulation entre du local nécessaire et du global indispensable par ailleurs? Merci. Sur la première question, il était intéressant d'écouter la semaine dernière Ursula von der Leyen qui a donné plusieurs entretiens dans des médias français, notamment à la chaîne de télé France Info, et qui disait ceci, sur le climat, la Chine et l'Europe sont dans le même camp. C'est-à-dire qu'elle identifiait la question climatique comme le secteur prioritaire de coopération entre la Chine et l'Europe. Alors, ça peut paraître assez surprenant d'entendre l'Europe dire que la Chine est dans son camp sur la question du climat, alors qu'il y a 10 ans encore, la Chine était prévue comme le principal obstacle à la coopération internationale en matière climatique. Je pense que d'une part, la position de la Chine sur le climat a quand même considérablement évolué et largement sous l'effet de pressions intérieures, notamment liées aux questions de santé et de pollution atmosphérique, et que d'autre part, il y a beaucoup de volontarisme dans cette position. Il est certain qu'aujourd'hui, quand on regarde les politiques chinoises en matière de lutte contre le changement climatique, on n'y est pas, ou en tout cas pas encore. Et donc, je crois qu'il y a de plus en plus, effectivement, une sorte de distanciation très forte entre l'Europe et les États-Unis qui n'aura échappé à personne, et que potentiellement, il y a sur la question du climat une sorte de nouvel axe qui se construit entre l'Europe et la Chine. Et je dirais que
au-delà d'un axe, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une division très forte entre les pays qui élisent à leur tête des leaders nationalistes, c'est-à-dire qui vont quelque part mépriser la coopération internationale, et c'est le cas de beaucoup d'alliés traditionnels de l'Union européenne. Je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Inde, je pense à l'Australie, je pense évidemment au Brésil. Voilà une série, un chapelet de pays qui aujourd'hui sont présidés par des dirigeants démocratiquement élus qui souhaitent complètement s'affranchir de la coopération internationale et qui considèrent qu'ils régleront mieux les problèmes et les crises sans coopérer avec les autres et à l'intérieur de leurs frontières nationales. Et donc, je dirais, le grand dilemme de l'Europe sur cette question, à mon sens, c'est de savoir s'il vaut mieux collaborer avec des démocraties qui refusent la coopération ou avec une dictature qui souhaite de la coopération. Et là, à mon avis, il y a vraiment quelque chose, une sorte de quadrature du cercle dans la position internationale de l'Europe, et notamment sur le climat. Et c'est pour ça que je trouvais que les déclarations d'Ursula von der Leyen étaient très, très significatives. Et malheureusement, je profite de l'occasion pour le dire, j'ai l'impression que ces entretiens d'Ursula von der Leyen dans les médias français sont passés quasiment inaperçus. Il y a vraiment quelque chose de maladif en France dans la manière dont on ignore les réalités européennes et dans la manière dont on ferme les yeux. Il y avait plusieurs entretiens, elle est passée sur France Inter, elle est passée sur France Info. J'ai l'impression que ça n'a généré quasiment aucun commentaire des éditorialistes. Il y a vraiment un aveuglement qui me paraît assez dramatique. Ça n'a rien à voir avec la question, mais je profite de l'occasion pour le dire, puisqu'il y a encore 143 personnes qui nous écoutent. Sur la deuxième question, comment articuler le local et l'international? À mon sens, c'est le vrai défi politique qui nous attend. Et la difficulté, c'est qu'on a encore les yeux absolument rivés sur le national. La seule question qui occupe pour le moment tous les commentateurs, c'est le remaniement du gouvernement, comme si les autres niveaux de pouvoir n'avaient plus aucune importance, comme si les élections municipales étaient déjà très très loin. Et donc, effectivement, il y a une focalisation aujourd'hui sur le niveau national, à mon sens, au détriment des niveaux local et international, qui sont pourtant, à mon sens, les deux niveaux de pouvoir qui vont vraiment être déterminants dans le futur. Comment les articuler? Je pense qu'il faut faire entrer davantage de local dans l'international. Dans les négociations sur le climat, par exemple, je pense qu'il faut prévoir une représentation des régions et des villes et des entités fédérées, et le niveau local peut aussi coopérer et peut aussi participer à la coopération internationale. Il n'y a aucune raison que cette coopération se fasse uniquement entre nations. Je pense qu'il faut dépasser la coopération internationale pour aller vers une coopération globale aujourd'hui qui intègre non seulement les gouvernements, mais aussi d'autres acteurs, potentiellement des acteurs privés, des représentants de la société civile et évidemment des acteurs locaux. Et de la même manière, je crois qu'il faut aussi que l'international devienne davantage local, c'est-à-dire qu'il cesse d'apparaître comme une sorte de club fermé de fonctionnaires internationaux non élus qui dirigent le monde, qui est parfois l'apparence que certaines organisations internationales peuvent donner, mais au contraire faire un travail de transparence et de pédagogie pour montrer combien ces décisions internationales ont une pertinence aussi à l'échelon local. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de voir les échelons local et global comme étant inférieurs ou supérieurs l'un à l'autre. On les voit un peu souvent comme des niveaux local, national et global. Je pense qu'il faut les voir de façon beaucoup plus horizontale. Merci François Gémen pour ces éléments et ce petit coup de colère vu de Bruxelles sur notre attention en France sur l'expression de la présidente de la Commission. Je ne peux pas ne pas partager ce que vous dites et je crois que vous avez bien fait de le souligner, surtout quand on tient un discours européen en France. Ce qui m'amènera à une petite question pour vous trois à la fin. Cécile Duflot, 2 questions pour vous. La première, pour synthétiser aussi plusieurs demandes, finalement, et votre expérience multiple peut vous amener peut-être à avoir ce regard justement transversal nécessaire. Comment on fait sur ces grands sujets, à la fois ceux que vous avez évoqués, mais globalement de cette coopération internationale sur les grands enjeux de santé, de climat, de démocratie et de débat démocratique vitalisant. Comment on fait pour faire monter à bord tout le monde, pouvoir public, ONG, entreprises, et faire en sorte qu'on trouve des solutions un peu combinatoires, parce qu'on a toujours le sentiment que le public s'oppose au privé, les entreprises sont parfois diabolisées alors qu'elles peuvent faire aussi des actions concrètes et favorables,
et on a des ONG qui parfois ne sont pas toujours aussi considérées à leur juste valeur dans leur contribution, faute de moyens, faute de visibilité pour le plus grand nombre. Comment on fait demain pour combiner un peu mieux tout ça et arrêter peut-être d'opposer des acteurs différents, puisqu'on voit que la complexité des enjeux est telle qu'il faut des réponses multilatérales, globales dans le monde, mais peut-être aussi des réponses multi-parties prenantes, qui n'est pas que les États ou que les ONG ou que les entreprises de chaque côté. Ça va être mieux là. Vous avez raison. Je pense qu'il y a pour moi, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est qu'il y a un cap politique clair et qui se traduise dans les faits. C'est-à-dire que quand on dit Make our planet great again, en fait, on met en ligne les solutions. Que l'État et la puissance publique créent le cadre réglementaire qui permet aussi de mettre à peu près tout le monde à égalité, typiquement sur les questions de financement des fossiles. On sait très bien que c'est bien plus efficace s'il y a un cap clair qui est donné par les pouvoirs publics d'impossibilité de financer des nouveaux projets fossiles, par exemple. Et c'est un débat qu'on a sans cesse, où on veut que ce soit incitatif. Donc, il y a le cadre réglementaire et juridique qui permet de déployer les choses. Et ensuite, il faut laisser aussi, et là je suis d'accord sur ce que disait François, sur ne pas opposer le local et le global, il faut ensuite laisser les gens déployer leurs propres initiatives. Je vais prendre l'exemple des masques pendant le Covid. En fait, à un moment, on a dit, voilà, si on les fabrique de telle manière, ça fonctionne. Et puis ensuite, on a laissé les gens avec du tissu, etc. Et ça marche. Donc, il faut aussi il faut être très clair. C'est-à-dire que quand on a un double discours, typiquement, quand on explique qu'on confie des travaux à la Convention citoyenne, mais qu'on va tout transmettre dans les actes, mais qu'en fait, on garde des jokers, parce que ça ne vous plaît pas, ça ne va pas marcher. Et surtout parce que ce que je crois qu'il faut qu'on retienne comme leçon, ça s'est vu avec le résultat des élections municipales, mais ça s'est surtout vu avec le résultat du travail de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne a été constituée pas par tirage au sort, mais composée par un institut de sondage pour représenter la diversité socio-économique de profils, hommes, femmes, âge, etc., et géographique de la population française. Quand on met ces gens ensemble à travailler avec des gens qui leur donnent des données tangibles, ils finissent tous par, comme se sont agacés certains, par finir avec un programme écologiste. Pourquoi? Mais juste parce qu'ils ont un cerveau et que la réalité aujourd'hui nous impose ce type de solution, et d'ailleurs sans doute pour certaines plus radicales. Donc je pense que le bon moyen, c'est d'avoir un cap qui soit bien affirmé, le cadre réglementaire et juridique, mais ensuite de ne pas être dans une logique de planification, parce que oui, les entreprises ont une capacité d'évolution et de transformation profonde. Mais pour vous donner un autre exemple, on a sorti un rapport Oxfam sur le CAC 40 il n'y a pas longtemps. On a montré que si en 2018, on avait plafonné la distribution de dividendes à 30% des bénéfices distribuables, on aurait eu assez pour financer l'intégralité des moyens nécessaires à la transformation écologique de ces entreprises. Comment les rendre possibles? Par une meilleure association des salariés à la gouvernance des entreprises. Donc c'est bien, on peut bien en fait mettre chacun à son endroit. Il n'y a pas besoin que l'État dise à Total, voilà quel va être le plan de transformation de votre entreprise. Il n'y a pas besoin non plus qu'on fasse des grandes conférences permanentes pour trouver les nouvelles solutions. Une grande partie d'entre elles, on le sait, laisser les fossiles dans le sol, changer notre modèle agricole. Enfin, les scientifiques du GIEC ont, et je le dis au travers de François, ont parfaitement travaillé. Tout est documenté. En fait, on n'est pas sur un tableau vierge. On sait, le plan, il est tracé. Donc, il suffit maintenant de dire, c'est celui-là qu'on va prendre, mais ensuite de laisser la capacité d'action. Je vais donner encore un exemple qui est très sensible. La question des compagnies aériennes. Il faut quand même savoir que si les compagnies aériennes ne font plus que du transport aérien, c'est parce que depuis une vingtaine d'années, les analystes financiers ont fait une grosse pression sur toutes les entreprises d'ailleurs, mais notamment sur les compagnies aériennes pour faire comme toutes les entreprises d'ailleurs, se diriger vers la logique du core business, c'est-à-dire se concentrer sur son business essentiel pour réduire au maximum les coûts. Il y a 20 ans, les compagnies aériennes avaient une activité très diversifiée. Elles possédaient des chaînes d'hôtels, elles avaient parfois des restaurants, enfin, elles ne faisaient pas que transporter des gens en avion. Et donc on dit, si on réduit le transport aérien, on va effondrer ces entreprises. Non, certaines entreprises se transforment. Si on regarde l'histoire de certaines entreprises familiales qui ont 150 ans en France, elles ne produisent pas du tout la même chose. L'entreprise Duflo, je la connais parce que souvent l'alerte Google me ramène des nouvelles de cette entreprise. Je ne les connais pas du tout. Je n'ai aucun lien à part géographique puisque c'est un nom de Picardie. Ils fabriquent des textiles extrêmement spécifiques. Il y a 150 ans, ils tissaient du coton sur des métiers à tisser classiques. Maintenant, ils font des textiles résistants au feu, etc., etc. On peut faire évoluer l'activité d'une entreprise.
Il faut que les choses soient cadrées en disant, ben voilà, c'est dans ce sens-là que les choses vont. Et il faut aussi créer les contentions légales et réglementaires pour dire qu'il y a des choses qui sont plus possibles. Et si des choses ne sont plus possibles, si les SUV ne peuvent plus se vendre, les entreprises automobiles trouveront d'autres véhicules à vendre. Ils trouveront différemment comment faire leur marge. Donc, c'est ça qui manque, c'est vraiment cette capacité. Et ensuite, sur les autres modes d'habiter, sur les autres modes de se nourrir, sur la possibilité de raccourcir les circuits entre producteurs et consommateurs, tout ça, tout est à peu près en germe, en fait. Il faut simplement affirmer la volonté politique que c'est le cap à prendre. Sébastien, je crois que votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Voilà, je voulais vous remercier, Cécile Duflot, pour ces éléments. Merci aux participants d'avoir posé des questions. Je voudrais, moi, vous en poser une pour finir, avec une réponse très rapide pour vous. On n'a pas énormément parlé de l'Afrique. L'Afrique, Cécile Duflot, vous l'avez rappelé dans votre article, c'est la moitié de la population en extrême pauvreté dans le monde d'aujourd'hui. L'Afrique d'ici 2030, c'est 500 millions d'habitants en plus, c'est-à-dire une Europe en plus qui va en termes de population s'installer sur ce continent. J'aimerais bien un peu avoir votre choix à tous les trois sur c'est quoi le grand sujet de la décennie pour le continent africain et peut-être Monsieur Lafond pour démarrer. Je vais être cohérent avec le thème sur lequel je suis intervenu, c'est la place de l'Afrique dans la gouvernance internationale, c'est-à-dire à la fois les efforts africains pour développer un régionalisme africain, l'Union africaine, les organisations sous-régionales, on les connaît, mais on sait aussi qu'elles ont des limites, qu'elles touchent à certaines contradictions, qu'elles ont beaucoup à faire et peu de moyens, et puis surtout la place dans les instances de gouvernance mondiale. Et ce n'est pas forcément des sujets à très long terme. Il y a une élection à venir à l'Organisation mondiale du commerce. On sait que l'Organisation mondiale du commerce est une organisation qui est particulièrement importante et centrale et sous pression actuellement. Les Africains considèrent que ça serait bien que ça soit un Africain qui est le poste, ou une Africaine, qui est le poste de chef de cette organisation, la direction générale de l'organisation. Et donc, on va avoir ce genre de questions très vite. Ça sera intéressant de voir comment on permet à l'Afrique d'être un acteur de la gouvernance internationale et pas juste un interlocuteur ou un bénéficiaire de l'action des institutions internationales. Merci François Gémen sur l'Afrique, le sujet de la décennie. Je serais d'abord d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'un enjeu, c'est de considérer vraiment les pays africains comme des partenaires de l'action internationale et pas juste comme des sous-traitants. Et on voit qu'en matière de gestion des migrations, par exemple, c'est comme ça que ça se passe. Si je devais choisir néanmoins un grand défi pour l'Afrique, je dirais que c'est peut-être le défi de l'éducation. D'abord pour des questions de démographie, de natalité, Cécile Duflot en a parlé, mais aussi pour des raisons de développement économique et de diversification de l'économie. Un grand enjeu, ça va être aussi de créer des emplois qui soient plus forcément des emplois agricoles, y compris dans les zones rurales, et ça passera par l'éducation. Mais il y a de grands progrès qui sont faits. Je le vois dans la recherche. On peut de plus en plus aujourd'hui coopérer avec des universités africaines, envisager des programmes d'échange d'étudiants. C'est vraiment très, très regrettable que les frais de scolarité pour les étudiants, et singulièrement pour les étudiants africains, augmentent de façon aussi drastique dans les universités françaises. Je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied et tirer une balle dans le pied de l'Afrique du même coup. Je veux souligner quand même aussi le fait qu'en matière de recherche, quelque chose qui n'est pas connu du grand public, mais qui est très important, et une notification qui était mise à l'agenda par la Commission européenne, c'est la possibilité d'impliquer les universités africaines dans les grands programmes de recherche européens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut changer beaucoup de choses en matière de coopération scientifique. Merci Cécile Duflot sur l'Afrique et rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, je suis beaucoup d'accord avec ce qui vient d'être dit de la part de Manuel Lafond et de François Gemène. Je voudrais rajouter un point qui est cette question du partage des richesses. Pardon pour le téléphone. Tu peux répondre, Titi, stop. C'est la mobilisation de la jeunesse. La mobilisation de la jeunesse et du coup cette capacité à prendre en main leur avenir
qui me semble très intéressant, comme on l'a vu avec le mouvement du ballet citoyen, avec le mouvement Y en a marre au Sénégal. Il y a une vraie volonté de la jeunesse de s'emparer de son propre avenir et donc de favoriser le soutien à ces mouvements citoyens, évidemment l'accès aux études, mais aussi, et là je pense que nous avons une responsabilité, la France n'est pas, et comme d'autres pays européens, n'est pas au niveau de ses engagements en matière de solidarité. On peut penser la solidarité avec l'Afrique sans la voir de façon supérieure et de façon misérabiliste. Au contraire, je pense que permettre au continent et aux pays qui en ont le plus besoin d'avoir ces services publics de base devrait permettre d'être le terreau justement pour que la mobilisation citoyenne et la jeunesse et les capacités propres qui existent chez les citoyens africains se développent dans de bonnes conditions. Merci pour ces éléments voilà, complémentaires à notre heure et demie d'échange. Grand merci à vous trois pour vos propos, ces mises en perspective de sujets complexes dont on pourrait parler beaucoup plus largement. Je renvoie tous les participants qu'on remercie aussi de leur présence vers la publication, la revue internationale et stratégique avec ce dossier sur les défis de la décennie. Et je me permets de conclure ce débat avec peut-être une remarque que nous avons partagée avec Didier Billion à la lecture des différents travaux et contributions de ce dossier. C'est que finalement, nous avons, pendant cette crise du coronavirus, eu une injonction sanitaire très paradoxale. Hein, pour s'isoler, pour être solidaires les uns des autres, il fallait s'isoler pour se protéger. Et on s'est fait la remarque avec Didier Billion qu'il était très important que cette injonction sanitaire ne se transforme pas en injonction politique et sociétale demain. Vos propos ce soir ont bien montré qu'on a besoin, si on veut aller vers un monde meilleur et moins instable, de plus d'ouverture, de plus de solidarité, de plus de coopération, et qu'il ne faut surtout pas succomber à l'injonction que cette crise, depuis 3 mois, nous a demandé de faire, c'est de s'isoler les uns des autres. Au contraire, on a besoin de vivre ensemble et de faire ensemble. Merci à vous trois, merci aux participants. Rendez-vous pour les prochains rendez-vous de l'IRIS sur le site et bonne lecture de la revue internationale et stratégique. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.